c'est un travail de long terme. Il faut probablement rouvrir les discussions. Qu'est-ce que ça veut dire, Valérie Gomez-Passac, qu'on repart à zéro? Il faut en tout cas voir les choses différemment parce qu'entre-temps, il y a eu cette crise sanitaire avec les conséquences économiques et sociales que nous attendons et que vous avez annoncées. C'est une réalité dont il faut tenir compte. Donc, il n'y a pas de rupture souhaitée avec ce que nous voulions faire, mais il va falloir le faire différemment parce que le contexte n'est plus le même. Les régimes des retraites, par exemple, les régimes spéciaux, je pense que maintenant... Vous dites pas de rupture, mais il faut le faire différemment. Ça veut dire que sur le fond, on ne change rien, c'est la forme qui change? La forme ou peut-être la mise en œuvre également. Il va falloir sans doute voir les choses différemment. Je ne peux pas donner le résultat des négociations qui vont être menées avec les différents représentants. C'est très Jean Castex de faire ça. Mais comment ? De ne pas donner les résultats de négociation avant d'avoir parlé avec les gens. Négocier, oui, c'est ce qu'a dit le Premier ministre ce matin. D'ailleurs, il ne dit pas négocier, il dit consulter. Consulter. Mais voilà, oui, je pense que c'est nécessaire. Et puis la donne est différente parce que les régimes spéciaux qui étaient vraiment opposés à la réforme des retraites, je pense qu'aujourd'hui vont se rendre compte que cette réforme est nécessaire parce qu'il y a des caisses qui ont du mal, du fait de la crise que nous avons connue, à assurer les retraites à venir. Donc ça, c'est une réalité. Sur le fond, sur la forme, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, Benjamin Duhamel, du nouveau chemin dessiné, ou des contours de ce nouveau chemin dessiné ce matin par Jean Castex? Ben non, mais je rebondis sur ce que vous dites, parce que sur le sujet des retraites est très intéressant. Jean Castex, il en dit plus que ce qu'il a l'air de dire sur la réforme des retraites, parce qu'il dit qu'il faut séparer les deux sujets. Il y a d'un côté le systémique, c'est-à-dire dire parce qu'il fallait passer d'une retraite par points, qu'il n'y ait plus aucun régime spécial. Ça, il dit, il va sans doute falloir ouvrir la concertation, c'est à plus long terme. On sait qu'en France, en politique, quand on dit à plus long terme, c'est que souvent, c'est un sujet qu'on essaye un peu de mettre sous le tapis et qui ne reviendra pas tout de suite à l'actualité. Par contre, il dit, le sujet à court terme, du financement, du déficit des retraites, ça, il va falloir agir vite et effectivement faire en sorte que ce déficit ne se creuse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la promesse du chef de l'État, qui, pourtant, dans la PQR, dans son entretien qu'il avait donné vendredi dernier, disait qu'il fallait au contraire remettre la réforme des retraites sur le métier, que la crise avait justifié qu'il faille faire des choses pour les carrières hachées et qu'il fallait donc mener tout cela de concert. C'est pas exactement la même chose que dit le Premier ministre ce matin. Ce matin, le Premier ministre considère que la priorité des priorités pour les retraites, c'est de réduire le déficit. Est-ce que ça veut dire que la grande promesse du chef de l'État, qui était devenue une sorte de totem de son quinquennat, de dire qu'il fallait revoir de fond en comble le système des retraites, est-ce que ça veut dire que ça, le volet systémique, il est renvoyé à beaucoup plus tard et qu'il faut se concentrer sur le financement? Si c'est le cas, comment? Il n'y a pas 50 façons d'équilibrer le déficit des retraites. On sait comment. Il y a augmenter la durée de cotisation, reculer l'âge de départ ou alors baisser les pensions. Baisser les pensions, ils ne le feront pas. Reculer l'âge de départ, vraisemblablement pas. Ça veut dire sans doute un allongement de cotisation. Or, on a des partenaires sociaux qui ont quasiment tous dit que ce n'était pas le sujet, qu'à un moment où il y allait y avoir des plans sociaux à peu près partout, il fallait se concentrer sur le front de l'emploi. MEDEF y compris. MEDEF compris. Comment est-ce qu'on sort de cette situation? En tout cas, Jean Castex dit des choses sur la réforme des retraites ce matin. Avec la réforme Touraine, on accélère le calendrier de la réforme Touraine, qui est déjà voté, qui a été voté sous François Hollande. On n'a rien à faire en fait. Et à ce moment-là, cette réforme Touraine qui prévoit d'allonger la durée de cotisation jusqu'à 43 ans, eh bien, elle arrivera un petit peu plus vite dans l'agenda. Mais il n'y a plus de réforme Macron, si c'est ça. Bien sûr qu'il n'y a plus de réforme Macron, mais il y en avait déjà plus de réforme Macron. Ça allait voir le jour au bout de 50 ans. Bon, après, la réforme systémique, le régime unique, tout ça, on attendra un peu. C'est pas le moment de remettre ce truc sur le tapis. C'est un incendie à assurer. Donc, on va faire tranquillement la réforme Touraine accélérée et personne n'y verra que du feu. Si vous voulez réformer en France, souvent, il ne faut pas que ça se voit. Donc, on va réformer sans que ça se voit. On sait très bien faire. Karima Delli n'est pas tout à fait d'accord. Non, mais moi, je trouve que les signaux qu'on envoie sont désespérants. Parce que vous l'avez rappelé, il faut le dire, et il faut le dire aux Français. La crise économique va être d'un tel choc qu'il va falloir quand même faire un peu de l'anticipation. Tout à l'heure, dans votre reportage, vous avez dit une chose importante, c'est, et moi je le vois, parce que je suis la présidente de la commission de transport et tourisme au sein du Parlement européen, le tourisme, c'est un des grands secteurs français. C'est 90%, ce sont des PME. Ils ont tous la peur au ventre pour savoir comment ils relancent leur activité. La première chose qui, moi, me paraît un peu dingue, c'est de ne pas comprendre que l'urgence, c'est pas les retraites, au fait. L'urgence, c'est d'amortir le choc économique et notamment l'arrivée. Et là, on a dit 800 000 chômeurs. Mais ça va pas être 800 000, ça va être beaucoup plus à la rentrée. Donc moi, ce que je préconise, c'est de dire, la crise doit nous permettre d'abord de tirer des bilans. Et là aussi, on n'a pas été bon. Parce qu'on a tout de suite aidé Airbus, Renault, etc. Mais sans contrepartie sociale et sans contrepartie environnementale, ce qui est une bêtise parce que même les Allemands ou les autres pays en Europe le font.
Ils mettent des contreparties. Et donc là, on voit quoi? On dit, continuez comme avant, donc vous pouvez polluer et en même temps, vous pouvez licencier, ce qui est un scandale. Donc moi, ce que je dis très simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut un grand plan de relance. Donc il faut un Green Deal. Un New Green Deal à l'échelle française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de réorienter des secteurs, notamment sur la transition écologique. Pourquoi je dis ça? Je termine par là parce que la transition écologique et énergétique, c'est créateur d'emplois. Et c'est une revendication, et ça a été dit hier par le Haut Conseil au climat, qui avertit le gouvernement, qui dit maintenant la France a trop de retard, il faut investir dans les secteurs comme les transports publics, le train, la rénovation énergétique, plus des énergies renouvelables. Allons dans l'agriculture biologique, allons notamment, vous voyez, Sur cette question, Jean Castex ce matin dit chez nous, sur l'écologie, on va s'occuper de tout. Vous le verrez. Ce qu'il dit aussi, c'est intéressant, c'est qu'il veut décaler la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage. Une réforme dont, vous le savez peut-être, les syndicats veulent l'abandon. Je vous propose d'écouter le Premier ministre, on va en parler juste après. La réforme de l'assurance chômage, que alors, j'approuve, elle a été faite au moment où la France... au moment où la France avait l'un des plus faibles taux de chômage en Europe, en tout cas celui qui avait engrangé la plus forte baisse. Alors qu'allez-vous faire? D'abord, on va sûrement en décaler la mise en œuvre. Vous allez décaler la mise en œuvre. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas... La politique, monsieur, dans le bon sens du terme, c'est le sens de l'adaptation. On ne renie pas nos principes, mais on n'est pas des gens obtus. On regarde ce qui se passe, et le fil conducteur, je répète, c'est la vie des gens. La vie quotidienne des gens. Donc on adapte nos outils aux réalités dans leur intérêt. On adapte nos outils aux réalités, on ne renie pas nos principes, mais on est pragmatique, c'est ce que dit le Premier ministre ce matin. Moi, ce que je comprends, c'est un peu ce que disait Nicolas Dose tout à l'heure, c'est que bon, oui, on va réformer, mais là, allez, pas maintenant. Hein. Bon, tout d'abord, je souhaiterais rebondir par rapport aux propos qui ont été tenus. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, que pendant la crise, on n'a rien fait pour essayer d'atténuer les effets de la crise économique. Tout a été mis en œuvre, et notamment en matière de tourisme. C'est des millions qui ont été mis sur la table pour essayer d'aider le secteur. Moi, je suis sur une circonscription touristique. Je peux vous dire que les différents acteurs sont quand même contents, donc peut-être pas entièrement satisfaits, mais contents. Les suppressions de charges, les exonérations de charges, les facilités de chômage partiel. Un peu plus de 400 milliards d'euros au total mis à disposition d'une manière ou d'une autre pour soutenir l'économie suite à cette crise. C'est énorme, donc faut arrêter de dire ça, parce que c'est pas juste quant à la transition écologique, elle n'est pas le fait de quelques-uns. Ça a été dit et redit, que ce soit par Bruno Le Maire ou d'autres, c'est que les aides seront accompagnées par des obligations en matière écologique dans les différents secteurs. Dans le secteur automobile, on le voit également, l'accès aux voitures, les primes seront aidées en fonction des choix que vous faites. Donc, qu'on n'aille pas assez vite, je veux bien l'entendre. On va essayer d'aller plus vite. Mais en revanche, de dire qu'on n'a rien fait, c'est de la mauvaise foi manifeste. Et ça, je ne peux pas le laisser dire. On a tout fait pour essayer de donner un peu de souffle à l'économie, pour essayer qu'elle se maintienne dans un contexte quand même bien particulier. Donc, les baguettes magiques, il n'y en a pas. Et il a fallu trouver l'argent. On sait aussi qu'on va le payer pendant des décennies et tous. Donc, c'est bien d'avoir de beaux principes, de belles valeurs. Mais comment les financer, ça, c'est autre chose. Donc, il faut une économie forte pour arriver à tenir sur l'écologie, pour arriver à tenir sur le social, et n'importe quel économiste, je pense, dira la même chose. Mais moi, je crois que vous n'avez pas... C'est là où on a un vrai problème, parce que vous dites, oh là là, ça y est, on a tout fait. Ben non, vous n'avez pas tout fait. J'ai pas dit que j'avais tout fait, j'ai dit qu'on a fait. Etc. La première chose qui a été le tremblement de terre en France, et on peut le dire, c'est regarder ce qu'on a fait à l'hôpital et le service public. Regardez ce qu'on a fait. Aujourd'hui, il y a les accords de Ségur, là. Mais tant mieux qu'il y en ait. Mais regardez l'état de notre hôpital, c'est ça notre priorité. Regardez ce qui se passe notamment sur la recherche. Vous savez, moi j'ai un ami, il travaillait notamment sur il avait une recherche sur le coronavirus il y a 6 ans. Et au fait, on lui a coupé ses crédits. Vous voyez? Et là, le monde de la recherche, ou alors on est pilote normalement, vous savez, en France. On a coupé les crédits. En tant que maître de conférence, je connais un peu. Sur le Covid-19, il y a 6 ans, il n'existait pas. Hein, voilà. Oui, mais justement, la recherche a besoin d'investissement vite pour justement anticiper. Oui, qu'est-ce qu'on a fait sur les crédits de la recherche? Nos chercheurs, ça fait combien de temps qu'ils demandent justement ces crédits? On ne l'a pas fait.
Vous voyez, je peux continuer. Le service public, donc les hôpitaux. Demain, ça va être encore... Moi, j'aimerais qu'on demande à Nicolas Dos, qui est en train de s'endormir avec les bras croisés, qui n'est pas content du tout, Nicolas Dos. Les conséquences non, il n'est pas content du tout. menées depuis des décennies. Mais Et vous l'avez renforcé. la LPPR sur la recherche est là pour donner des crédits. Non, mais c'est pas la peine de vous cacher derrière votre petite voix en disant c'était les autres. Juste la méthode des économistes, qu'est-ce qu'ils recommandent, eux, pour relancer l'économie? Une économie qui, pour l'instant, est dans une situation délicate, avec, on l'a vu sur le front de l'emploi, des centaines de milliers d'emplois qui pourraient disparaître d'ici un an. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ces dames, ici, responsables politiques, peuvent faire pour contribuer à, 1, atténuer le choc, 2, relancer la machine? Vous avez deux facteurs de production qui sont le capital financier et le capital humain. Si on veut relancer la machine, et il faut voir ça en termes d'urgence dans l'agenda, et l'urgence, elle va être dès le mois d'août et dès le mois de septembre, la première chose, c'est travailler là où on peut le faire. C'est-à-dire que dès qu'on pourra lever ce protocole, ce mètre 50 qui tue l'activité, pour retrouver 100% d'activité, il faut y travailler. C'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième, il va falloir absolument d'une manière ou d'une autre soutenir les entreprises. Une entreprise qui meurt, là, c'est pas 15% de l'effectif qui s'en va, c'est 100% de l'effectif. Donc il y a des outils qui sont des outils d'amortissement accéléré qui vont très certainement être utilisés. Bruno Le Maire a laissé entendre hier qu'on allait peut-être baisser les impôts de production qui sont astronomiques en France par rapport aux autres pays. Et on peut imaginer, voilà, plein de systèmes et puis également les fonds propres des entreprises. Et après, il faut pas mégoter sur le social. L'OCDE nous dit hier, il y a une crise sociale qui va arriver. Il faut absolument intervenir sur le social. On met sur pause la réforme de l'assurance chômage. On décale la réforme des retraites, c'est pas le sujet, et on va utiliser tous les dispositifs, y compris les vieux systèmes déjà vus, les primes à l'embauche, les incitations, pour qu'il y ait le moins de pertes d'emploi possible. Et pour ça, l'allocation, l'APLD, l'activité partielle de longue durée qui a été mise en place à compter du 1er juillet pour 2 ans, est une bonne mesure assez bien calibrée, même si elle va coûter très cher. Malheureusement, on va faire de la dette et du déficit encore pendant un petit moment pour éviter l'Armageddon. Karima Delli et la réponse de Valérie Gomez-Passac. Septembre. Non, mais sur ce que vous dites sur le front social, c'est très vrai, il faut dire les choses. Maintenant, pensez à tous ceux qui vont perdre leur emploi. Moi, je pense, par exemple, à tous ceux qui n'arriveront plus à payer leur loyer. Vous savez, la trêve hivernale, vous l'avez prolongée, ça c'est une bonne chose, mais ça s'arrête le 10 juillet. C'est-à-dire dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui n'arriveront plus à payer leur loyer, par exemple? Mais ça, c'est à vous de nous donner la réponse. C'est vous qui êtes élu. Moi, je suis contre les expulsions, donc je peux vous le dire. Moi, ce que je ferais tranquillement, c'est de dire un filet de sécurité à l'allemande qui dit « Je préfère que les gens restent chez eux pendant 6 mois et l'État prend en charge 6 mois de loyer pour le temps de se reconstruire, etc. pour que de devoir les mettre à la rue parce que c'est plus cher de mettre les gens à la rue que de les laisser chez eux. » Avant de vous entendre, regardez ce qu'a dit le Premier ministre ce matin, ici même, on va s'occuper de tout. Ça, c'est pour l'écologie, mais aussi de tout le monde. Écoutez, Jean Castex. Ça va être tout l'art de cette gestion de la crise qui est là et qui est devant nous, qui est, pardonnez-moi de le dire comme ça, d'essayer d'en profiter pour investir dans le pays, pour investir dans l'avenir et permettre aux gens de retrouver des emplois, pas forcément là où ils étaient, tout en prenant soin de cette phase intermédiaire qui est plus humaine, qui est économique, c'est-à-dire comment, et ça va être mon obsession, faire en sorte qu'il y ait personne au bord du chemin. Et ça, c'est pas facile. Hein. Personne au bord du, j'ajouterai, nouveau chemin. On fait comment ? Bon, tout d'abord, c'est encore une fois, c'est facile de donner des solutions comme cela, mais comme l'a dit M. Castex, il faut qu'en face, il y ait les financements appropriés. C'est facile de dire on laisse les personnes là, on fait ça. Il faut trouver les financements, donc ça va, il faut le faire vite. Il faut que tout le monde soit comment dire, aidé. Mais en tout cas, on peut pas faire n'importe quoi. Et je pense qu'en effet, le travail et que tout le monde puisse travailler, c'est une nécessité. D'ailleurs, même pour financer les retraites, etc., c'est une des nécessités. Juste un point, je voudrais revenir dessus, parce que pour moi, c'est important. Vous parliez de la recherche. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche, 5 milliards en plus mis sur la table pour la recherche. Ça veut dire une augmentation de 33% du budget. C'est ce qui est prévu dans la loi de recherche. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a rien de prévu. C'est pas hier, c'est pas maintenant, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que c'est prévu. Oui, donc il y a eu un décalage, oui, dû au coronavirus, mais en tout cas, c'est dans les rouages. Ça fait 3 ans que vous êtes aux manettes. Vous croyez que c'est maintenant qu'il fallait mettre sur la recherche. La recherche, elle est fondamentale dans notre pays. On a des meilleurs chercheurs, etc. C'est tout de suite qu'il fallait le mettre. Non, avec les acteurs. C'est pas maintenant parce qu'on a la crise du coronavirus, donc on se réveille. Il faut des transformations de fonds avec des acteurs. Sur votre question, et je Nicolas, pense que vous avez... Nicolas, je pense que la véritable question, c'est est-ce qu'on va changer de modèle économique sur une véritable nouvelle politique industrielle et de transformation et de reconversion? Ça, c'est l'avenir. Quand je vois que, justement, sur la transition écologique, tout le monde le dit, on sait où sont les emplois d'avenir.
Qu'est-ce qu'on attend? Et comme vous le dites, je ne crois pas, et vous l'avez dit de manière un peu spontanée d'ailleurs, vous avez dit non. Oui. Nos industries, la politique industrielle que nous avons connue aujourd'hui ne sera plus la même. Il faut le dire. Mais c'est maintenant que sa reconversion doit se faire. Assez vite. Mais quand vous parlez de reconversion, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, ou on n'a rien dit plutôt. Mais parce non, que je vais vous donner un exemple. Reconvertir, si c'est pour réindustrialiser des pans entiers de l'économie qui ne seront pas rentables ou compétitifs. Mais c'est là où il faut être intelligent. Regardez, je vous donne un exemple. Comment expliquez-nous. On a fait un plan notamment sur Renault. Au Renault, on a mis quand même que des sparadraps. Hein. Je veux dire, on a aidé et finalement, il y a 5000 emplois en moins. Cette industrie, et je la connais bien, l'industrie automobile, demain la voiture sera demain un service. Tout le monde, voilà, on va passer de la voiture individuelle à la voiture partagée, etc. Pourquoi, en France, on n'est pas capable de dire banco, on ne va pas créer, produire comme on l'a fait des voitures, on va reconvertir ces voitures. Ça, c'est notamment de lancer un plan, notamment industriel, sur l'économie circulaire. Parce que comme pour les maisons, ça coûte moins cher de produire une voiture neuve que de transformer une voiture existante. Justement, c'est faux, parce que demain, les règles du marché, notamment des métaux, ce seront les pays qui sauront reconvertir notamment des voitures, parce que Sauf que les métaux dont vous parlez, ils sont produits ailleurs. Et c'est là où on n'est pas bon. C'est-à-dire que la France devrait arriver aux tables de négociation parce que le marché relancer les mines en France, c'est ça ? Est en Europe. Et on devrait arriver à l'Europe en disant nous investissons sur le marché, notamment par exemple de l'hydrogène. Merkel, elle n'a pas investi, notamment dans son industrie automobile, sur l'électrique, etc. Là, cette année, elle dit, elle a compris le marché de l'hydrogène. C'est ça. Elle veut former notamment ses salariés sur des nouvelles industries. Elle le fait. Qu'est-ce qu'elle fait en parallèle ? Elle dit, les gens vont prendre moins l'avion. Elle dit, les salariés de l'aéronautique, tout de suite, je les forme à quoi ? Au train. Et elle relance notamment le train. Et c'est ça qu'il faut faire, sans plus attendre les plans de reconversion. C'est maintenant que la formation doit se faire. Après, l'industrie automobile et aéronautique allemande sont légèrement différentes des structures en France. On va continuer à en parler. 10h22. Ce que je voudrais qu'on aborde aussi, c'est un thème qui concerne tout le monde, nous tous ici, mais aussi tous les Français. La crise sanitaire en cours, parce qu'il y a un plan qui est prêt pour reconfiner. C'est ce qu'a dit le Premier ministre sur BFM TV et sur RMC ce matin. On va tout vous dire juste après une courte pause. À tout de suite. Chaque soir, 19h, route El Krief. Bonsoir à tous. Pour tout comprendre et vous faire votre opinion, notre GPS de l'info va s'activer. Avec aussi ceux qui font l'actualité politique. Tout le monde a la parole, pas seulement moi. Puis, 19h40. Bonsoir Alain Duhamel. Alain Duhamel chaque jour avec un nouveau débatteur. Rendez-vous à 19h sur BFM TV. Votre programme avec Sen 10h. Gel hydroalcoolique, fabriqué en France. Chez B&B Hôtel, la sérénité est réservée à tous. Réservez vite votre chambre sur hotelbb.com. B&B Hôtel, only for everyone. Bon, moi je m'occupe d'être un canapé design, fabriqué par une entreprise familiale qui profite à l'économie française. Et vous, installez-vous, tranquille. Camif.fr, nos meubles aussi pensent très très fort à demain. Ouais, il fait bon chez toi, hein? Ouais, j'ai fait des travaux de rénovation énergétique. Toi? Bah oui, moi, je suis allé sur FI, j'ai eu un conseiller, il m'a recommandé un artisan local, j'ai obtenu mes aides et j'ai fait des économies. Yes! Ouais, mais toi, t'as rien fait? Bien sûr que si! Arrête, j'ai rien fait. J'ai ouvert mon ordi et après... Et? Pour vos travaux de rénovation énergétique, allez sur EFI.fr. EFI, gardez votre énergie. Le challenge, faire du déménagement le jour le plus zen. Pour cela, vous pouvez compter sur EDF. Découvrez les bons plans déménagement et contrats d'énergie sur edf.fr. Pour moi, perdre du poids, c'est pas seulement une question de silhouette, mais une question de bien-être. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos, j'ai retrouvé mes jambes, ma forme et mon endurance. Je suis limite prêt à rejouer la Coupe Davis. Chez Comme J'aime, nos clients perdent en moyenne 6 kilos le premier mois et 11 kilos en 3 mois. 0800 204 304 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Mon corps, ma forme, c'est mon vrai capital.
Chez B&B Hôtel, la sérénité est réservée à tous. Réservez vite votre chambre sur hotelbb.com. B&B Hôtel, only for everyone. Bien gérer la trésorerie de votre entreprise, c'est vital. Avec Agicap, je suis facilement ma trésorerie en temps réel. Je crée des prévisions pour prendre les bonnes décisions et obtenir des financements. Agicap est beaucoup plus rapide et fiable qu'un tableur. Ça me permet de bien anticiper les fluctuations de notre trésorerie. Essayez gratuitement sur agicap.fr. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Ravi de commencer cette journée avec vous. Info, trafic, météo, sport, culture. Et on parle musique ce soir. BFM en région. Déjà à Paris et en Ile-de-France, Lyon et sa métropole, Lille, son agglomération et le littoral. C'est BFM Grand Littoral. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Et vous êtes sûr que ça marche, ça? Slim, vous avez dit? C'est quand même très fin. Le but d'un appareil auditif, c'est d'améliorer la vie. C'est pour ça que tous nos appareils sont ultra discrets et performants. Et en plus, ils sont rechargeables. Alors Raymond, est-ce que tu as trouvé ce qu'il te fallait? Tu devais pas aller chez le coiffeur? Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez lui parler aussi des lunettes. Je crois que mon mari en a besoin. En effet, c'est l'offre audition. Avec vos appareils auditifs, une paire de lunettes à votre vue est offerte. Non. Qu'est-ce que t'as besoin de lui dire que je vois pas? Mais tu ne vois pas. Mais si, je vois, bien sûr que je vois, regarde. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Ça, tu ne veux pas l'entendre. Chez Optical Center, en plus des moins 40% sur les appareils auditifs, on vous offre une paire de lunettes, même en progressif. Optical Center, optique et audition. Dispositif médical. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage, avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous souhaiter un bon moment devant la météo avec Ulysse. Ulysse, comment roulait-on avant ? C'est une magnifique journée ensoleillée qui s'annonce avec des températures en hausse, sauf sur l'extrême nord du pays. On a une dégradation qui circule, qui laisse passer ces quelques nuages et parfois un petit peu de pluie, particulièrement sur les Hauts-de-France durant l'après-midi, parfois sous forme de bruine près de la Manche. Ça restera gris également pour le Finistère, mais très ensoleillé pour toutes les autres régions. 27 pour Paris, seulement 18 si vous êtes à Lille, jusqu'à 32 pour Toulouse et Montélimar. Demain, même situation avec des températures qui continuent leur ascension. 29 pour Reims, jusqu'à 36 voire 37 degrés vers la vallée du Rhône. La dégradation va progresser vendredi sur la moitié nord, apportant un petit peu de pluie et du vent, mais dès ce week-end, le soleil reviendra et surtout, on retrouvera des températures en hausse et supérieures aux moyennes de saison dimanche avec 26 au nord et 30 au sud. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage, avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous dire que c'était la météo avec Ulysse. Ulysse, comment roulait-on avant ? Merci d'être avec nous, les bientôt 10h30, le live BFM Tout savoir, tout comprendre. Dans la prochaine demi-heure, les vérités de Jean Castex ce matin sur BFM TV, sur RMC. Remaniement, réforme, reconfinement, Sarkozy, Darmanin et Éric Dupond-Moretti, homme formidable. C'est une citation, le Premier ministre s'est exprimé pour la première fois depuis la nomination de son gouvernement. Un nouveau Premier ministre et son nouveau gouvernement face au Parlement. Pour la première fois, les questions au gouvernement à suivre en direct dans le live BFM, ce sera d'ici une demi-heure. Et puis les prémices d'un tsunami social à Saint-Nazaire, Morlaix, Toulouse-Blagnac, à Paris. Les salariés d'Air France, d'Airbus, de Nokia ou de Sanofi manifestent. Ils protestent contre les suppressions d'emplois. Ce matin, l'INSEE annonce une récession de 9% pour l'année en cours. C'est quand même moins pire que prévu par le gouvernement. Et c'est donc l'événement de la matinée ce matin sur BFM TV, sur RMC. Jean Castex a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin. Première interview du Premier ministre depuis la nomination du gouvernement. Sur nos antennes ce matin, il a esquissé les grandes lignes du nouveau chemin voulu par Emmanuel Macron. Il s'est aussi présenté en homme libre. Écoutez. Je suis d'abord, sachez-le, on ne se connaît pas, un homme libre. Oui. Un homme libre. Je sais ce que je dois à tel ou tel. Je sais les expériences qui m'ont permis d'accumuler. Mais aujourd'hui, je suis devant vous, Premier ministre du président Macron, dans un gouvernement d'unité et de cohésion avec une seule préoccupation, une seule. L'action ? L'action, la crise qui arrive.
Pour tout savoir, tout comprendre avec nous ce matin, Karima Deli, Valérie Gomez-Passac, Benjamin Duhamel, Gaëtan Mélin vient de nous rejoindre. Merci à tous d'être là. Juste avant, les propos du Premier ministre sur le reconfinement. Un plan est prêt, il est ciblé. En voici les détails. Donc un plan de reconfinement est prêt? Alors, oui monsieur, sauf que, oui, évidemment, on ne va pas faire un éventuel reconfinement comme nous avions fait celui du mois de mars. Oui. Parce qu'on a d'abord appris. Bien sûr. Parce que les constatations que j'avais faites ont montré qu'un reconfinement ou un confinement absolu a des conséquences terribles, humaines, économiques. Donc nous allons cibler. J'ai bien, dans le sens de la mission qui m'a été confiée, la volonté de préparer la France à une éventuelle deuxième vague, mais surtout en préservant dans cette hypothèse le plus possible la vie économique, la vie sociale, parce qu'on ne supporterait pas économiquement et socialement un reconfinement absolu et généralisé. Voilà pour les déclarations du Premier ministre ce matin en direct sur BFM TV et sur RMC. On ne supporterait pas un plan de reconfinement total comme le premier? Ça serait difficile et c'est pas souhaitable, comme l'a dit le Premier ministre, que ce soit au niveau économique ou social. Ça fait des dégâts, hein. Ça fait des dégâts au niveau des jeunes qui ne peuvent plus aller à l'école, qui n'ont plus le suivi qu'ils ont habituellement. Ça fait des dégâts économiques. On pourra pas. Ce sera difficile pour l'État d'aider à nouveau comme il a pu le faire et être présent auprès des entreprises. Donc évidemment, c'est pas du tout souhaitable et on le voit dans différents États. C'est vrai qu'on va plus vers des confinements localisés, je dirais. Mais bon, attendons, j'espère qu'il n'y aura pas de seconde vague. Des confinements localisés, ciblés, dit le Premier ministre. Est-ce que ce type de reconfinement, ce n'est pas prendre le risque de sacrifier, j'allais dire, la santé à l'économie? Mais je pense que tout le monde doit être mobilisé sur notre grande priorité, c'est la santé. Ça veut dire que pour être prêt, il ne faut plus se dire « Oh là là, il manque par exemple des lits dans les hôpitaux, de réanimation. Oh là là, il manque des tests. Oh là là, il manque des masques. » Vous voyez, vous avez raison, on l'espère tous, ne pas avoir une deuxième vague. Ça veut dire qu'il faut être prêt au cas où. Le nombre de lits, le nombre de tests, le nombre de masques. Même si c'est dans des régions bien ciblées, ces régions doivent être aussi prêtes, notamment à être en situation de crise. Vous êtes toutes deux responsables politiques, vous avez le sentiment qu'on est prêt désormais parce que, on va remonter quelques mois en arrière, au mois de février, on nous disait « Ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de lits de réanimation en France, ne vous inquiétez pas, il y a le nombre de masques nécessaires, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ». Résultat des courses, on l'a vu, près de 30 000 morts en France et une économie à genoux. Alors 30 000 morts en France, oui, et c'est un constat. Malgré tout, le système a tenu. Enfin, j'ai envie d'avoir quand même une note positive. Il y a en ce moment la commission d'enquête dont je fais partie, la commission Covid, pour justement tirer un petit peu toutes les conséquences de cette gestion de crise, voir en effet là où il y a des besoins, là où il n'y a pas eu de réponse, ou là où ça a bien fonctionné également, parce qu'il y a les déplacements qui ont bien fonctionné, les transferts des malades, etc. Donc il y a des choses qui ont bien fonctionné. Il y a des endroits aussi où on nous a dit non, on faisait attention aux masques, on faisait attention au lit, mais finalement, ça n'a pas trop mal fonctionné. Donc, il faut aussi voir le positif et surtout comment tout le corps médical a su s'adapter à cette situation inédite. Donc oui, il a manqué de certaines choses, sûrement. Mais encore une fois, c'était quand même une crise. Mais on ne va pas refaire le match. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Vous avez le sentiment qu'on est prêt aujourd'hui? Oui, je pense à tous les niveaux, oui. Moi, je pense qu'on est plus que prêt par rapport à ce qu'on a connu. Et tant mieux, quelque part. Maintenant, la véritable question aussi, et ça c'est vraiment, je pense, dans le manque de ce gouvernement, c'est de la prospective. Parce que cette crise, elle n'a pas disparu. Vous voyez, il va falloir vivre avec. Ça veut dire, et je le répète, il faut investir sur l'hôpital. Il faut investir sur la recherche. Et plus de 7 milliards d'euros sont en train d'être mis dans le secteur hospitalier en ce moment même, justement merci, pour parce que, et ça je le dis de manière très très simple, je crois qu'on ne dit pas merci aux aides-soignantes, aux infirmiers à coups de médaille. Ça ne remplit pas le frigo. Donc à un moment aussi, la question des salaires, l'augmentation qu'on nous a dit, tous ces personnages un petit peu invisibles qu'on a redécouverts durant le Covid, ces caissières, etc., à un moment, on leur dit merci en les reconnaissant, certes, mais en revalorisant aussi leur salaire. Gaëtan. Il y a une différence aussi, c'est qu'on le voit bien, les entreprises aujourd'hui peuvent continuer à fonctionner
en mettant en place les gestes barrières. C'est d'ailleurs pour cela que Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, qui avant était secrétaire d'État, avait demandé à toutes les entreprises françaises d'avoir 10 semaines de stock de masques pour le mois de septembre pour faire face éventuellement à une deuxième vague. Donc l'objectif, vous le comprenez bien, c'est d'inviter les entreprises à se préparer, à continuer à fonctionner avec peut-être une deuxième vague. Les stigmates de cette crise sanitaire, ils sont toujours là, ils sont même de plus en plus présents. Amélie Rosic, vous êtes à Paris avec des salariés de Nokia qui ont décidé de manifester aujourd'hui pour protester contre le plan de restructuration du groupe. Oui, exactement. Un très large plan de suppression d'emplois de 1233 salariés sur un peu plus de 3600 que comptent les 2 sites de Nokia en France, à Lannion dans les Côtes-d'Armor et à Nozay dans l'Essonne. C'est un tiers des effectifs qui ont vocation à disparaître d'ici 2021. Donc les salariés, évidemment, ils se sont réunis pour manifester leur colère et parfois leur désespoir. Regardez sur ces images de Médéric Soltani. Ils sont déjà plusieurs dizaines à s'être regroupés. Il y en a aussi qui viennent du site de Lannion dans les Côtes-d'Armor qui sont arrivés par TGV ce matin et ils vont se diriger vers les Invalides, notamment devant l'ambassade de Finlande, puisque Nokia est bien un équipementier finlandais. Est-ce qu'il faut le retenir dans ce plan de suppression d'emplois qui intervient évidemment après la période de Covid, c'est qu'il concerne notamment des jeunes, par exemple 400 ingénieurs qui ont été recrutés en 2018 et qui risquent aujourd'hui d'être licenciés. Au total, je vous le disais, 1233 personnes, principalement des ingénieurs dans le domaine de la recherche et développement, alors même que Nokia est en train de développer la 5G un peu partout en France. Les salariés ne comprennent absolument pas pourquoi ils sont traités de la sorte. Les négociations avec la direction, c'est évidemment en cours, mais c'est très compliqué. Puis, il faut rappeler un élément important, c'est le 4e plan social chez Nokia, depuis que Nokia a racheté la filiale française Alcatel-Lucent depuis 2014. Donc, 4 plans sociaux en 6 ans seulement. Merci Amélie avec... Médéric Soltani à Paris avec ses salariés de Nokia qui protestent donc contre le plan de restructuration, le 4e plan de restructuration annoncé par l'équipementier finlandais. En matière d'annonces économiques et sociales, Jean Castex ce matin sur BFM TV, sur RMC, il a dit quoi, Benjamin? Oui, il y a eu beaucoup d'annonces, c'était assez riche. Si on fait la liste, la première, je crois, c'est sur les retraites. C'est très important ce que Jean Castex a annoncé. Il a dit qu'il fallait séparer les sujets dits systémiques, c'est-à-dire la réforme par points, ce qui était le projet initial d'Emmanuel Macron, et les sujets beaucoup plus financiers, c'est-à-dire évidemment comment résorber le déficit du régime de retraite. Ce qu'on comprend, c'est que autant il renvoie au long terme le sujet systémique de la réforme par points, autant il considère qu'il faut régler tout de suite et rapidement le sujet du déficit du régime de retraite. Ça, c'est important. Deuxième annonce forte aussi, le fait, la nécessité de décaler la réforme de l'assurance chômage. On sait que les règles avaient été durcies, mais ça, c'était avant le coronavirus, à un moment où la tendance était bonne sur le front de l'emploi, où le chômage baissait. Bien entendu, la situation a changé et c'est donc assez logique, légitime que l'on décide de repousser cette réforme de l'assurance chômage. Un autre point sur l'emploi des jeunes. Alors, il n'a pas tout à fait précisé quelle pouvait être la façon d'encourager l'emploi des jeunes. Ça peut être des exonérations de charges, notamment. Ou une prime, ça fait partie des pistes qui sont envisagées, mais en tout cas, il y aura une action forte de ce point-là. Et enfin, un sujet de méthode. On a beaucoup entendu les mots dialogue, partenaires sociaux, des partenaires sociaux qu'il réunira le 20 juillet à Matignon, où il les rencontrera tous. Voilà, c'est en quelque sorte le symbole de la méthode Castex qui commence. Allez, retour à Toulouse-Blagnac, où nous attend Jean-Wilfried Forquès en ce moment même avec Françoise Valin, déléguée centrale CFE-CGC Airbus. Là encore, les salariés manifestent, là encore, contre les annonces de suppression de postes, Jean-Wilfried. Ouais, c'est ça, Thomas. La manifestation a pris un petit peu de retard. Elle va se dérouler juste derrière nous. Les manifestants vont contourner les pistes et se diriger vers la direction du groupe Airbus qui se trouve à 2-3 km d'ici. Françoise Valin, c'est quoi que vous espérez aujourd'hui? Une démonstration de force? Oui, bonjour. Une forte mobilisation. La semaine dernière, déjà, 5000 salariés s'étaient mobilisés pour participer à une réunion d'information syndicale. Et je pense qu'aujourd'hui, ils seront tout autant pour démontrer à la direction, tout d'abord, leur inquiétude et leurs questions par rapport à ce plan. Les négociations sont engagées, elles vont durer 4 mois. Vous avez abordé la méthode. On est rentré dans le détail. On sait qui est concerné?
Non, pas encore. Alors oui, en effet, on a commencé à parler de la méthode, c'est-à-dire tout ce qui va encadrer ces négociations sur les semaines, mois à venir. Il est encore trop tôt pour rentrer dans toutes les catégories socio-professionnelles, mais ça va arriver très rapidement dans les prochaines semaines. En tout cas, la mobilisation, Thomas, va se poursuivre dans les jours qui vont suivre ici à Toulouse. Mobilisation aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. Demain, il y aura un rassemblement à l'appel de la CGT. Et ici à Toulouse, eh bien, les salariés vont rester évidemment mobilisés malgré les vacances. Merci Jean-Wilfried. Ça, ce sont pour les salariés évidemment d'Airbus, d'Air France, de Sanofi, de Nokia. Manifestent aussi ce matin un peu partout en France, Gaëtan Mélin. Et dans un même temps, eh bien, c'est l'INSEE qui a publié sa prévision de croissance pour l'année en cours. C'est pas fameux. C'est pas fameux, mais c'est mieux que la prévision du gouvernement. Rappelons-le, le gouvernement anticipe pour 2020 une récession de 11,5%. Et l'INSEE table sur une récession de 9%. Donc vous le voyez, il y a une petite différence qui peut-être s'explique par deux choses. Tout d'abord, tous les secteurs d'activité ne sont pas touchés de la même manière par cette crise économique. Vous l'avez dit, le secteur aéronautique est particulièrement touché, le secteur des équipementiers, mais il y en a d'autres finalement qui s'en sortent pas trop mal. Et d'ailleurs, les intentions d'embauche sont en train de repartir dans certains secteurs d'activité. Ça, c'est un élément essentiel. Et notamment, les différents plans de soutien qui ont été annoncés par le gouvernement, le soutien à l'automobile, commence à donner ses premiers fruits. Car on l'a vu, les ventes automobiles sont en hausse. Avec, il est vrai, 75 milliards d'euros qui ont été épargnés. Ça, c'est une manne considérable et c'est une manne que les Français doivent utiliser pour faire rebondir la consommation. Vous le savez, la consommation, c'est le moteur de la croissance française. Donc, tout n'est pas noir. Effectivement, il y a des plans sociaux, il y en aura d'autres. Et la grande inquiétude, finalement, c'est toutes petites entreprises qui auront beaucoup plus de mal que les grosses à s'en sortir, même si, encore une fois, il faut vraiment différencier les secteurs d'activité très touchés par cette crise économique et qui le seront encore pendant plusieurs mois, plusieurs années, notamment le secteur aéronautique, et puis d'autres secteurs qui commencent à retrouver une certaine activité, comme je vous le disais, qui reprennent leurs intentions d'embauche. Bonjour Damien Abad, merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe LR à l'Assemblée. On va parler de la situation économique du pays, des annonces faites par Jean Castex ce matin sur BFM TV et sur RMC. Juste avant, une petite question comme ça au passage. Est-ce que vous aviez été approché pour faire partie de l'équipe de Jean Castex ? Écoutez, les choses ont été très claires. Dès le début, je souhaite rester président du groupe Les Républicains. Je considère que la droite a un avenir et je considère que ma mission n'est pas terminée. Ça fait 7 mois que je préside ce groupe des 104 députés. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de compétences. Il y a surtout une envie à la fois de servir la France et aussi de porter un projet politique d'alternance. Et c'est cela ma mission et notre volonté avec les députés Les Républicains. On comprend que c'est votre mission, la mission que vous vous êtes assignée, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous avez été approché ou pas ? Non, parce que soyons très clairs, il y a eu, comme je l'ai dit déjà publiquement, des œillades, des messages indirects, mais j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas eu un contact direct, ce qui permet tout simplement que les choses soient très claires. Et pour moi, la question était très claire. Je respecte la fonction, je respecte le Premier ministre qui s'est engagé dans une mission extrêmement difficile, bien entendu. Moi, je suis ici comme pour le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale et je souhaite tout simplement qu'on soit cette force d'opposition et de proposition. Damien Abad, vous avez peut-être écouté Jean Castex ce matin sur BFM TV, sur RMC. Il s'est présenté en homme libre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il aura la marge de manœuvre nécessaire pour appliquer sa politique et tracer, esquisser ce nouveau chemin voulu par le président de la République ? Moi, je le souhaite. Simplement, j'ai beaucoup de doutes et beaucoup de réserves. D'abord parce que, comme vous le savez, il n'a pas pu choisir son propre directeur de cabinet. Ensuite, parce qu'il y a une majorité de la République En Marche qui reste une majorité ancrée à gauche. Et on le voit bien, il y a eu des grincements de dents, des froncements de sourcils, des interrogations. Et parce qu'il a aussi, dans son gouvernement, beaucoup de ministres qui ne pensent pas comme lui. Je pense à Madame Pompili, qui va être l'apôtre, par exemple, de la décroissance durable. Et donc, toute sa difficulté, ça va être de mettre de la cohérence, du cap et d'incarner une rupture, là où, au contraire, on veut incarner une continuité avec une majorité de gauche. Et donc, ça sera toute la difficulté de son mandat et de sa mission. Jean Castex annonce ce matin sur BFM TV, sur RMC, qu'il veut un peu remettre les choses à plat, que ce soit en matière d'assurance chômage, en matière de réforme des retraites, qu'il va falloir recommencer à discuter. On a un peu le sentiment, pour tout vous dire, qu'on va repartir à zéro. Est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce que c'est un risque au vu de la conjoncture économique ? Je le rappelle, Gaëtan le disait il y a un instant même, l'INSEE prévoit une récession de 9% cette année en France.
Vous savez, la France n'a plus le temps d'attendre. Elle a besoin de réformes, elle a besoin de transformation sociale dans notre pays. Sur la réforme des retraites, les députés, les Républicains, depuis le début, nous avons mis une proposition sur la table. Depuis le début, nous avons dit que si nous ne faisions pas une mesure d'âge pour financer et équilibrer notre régime de retraite, alors toutes les réformes seront vouées à l'échec et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce que je crains, c'est qu'on fasse de l'immobilisme, c'est qu'on fasse de la réformiste, c'est qu'on fasse de l'entre-soi. Et c'est ça la difficulté. Et donc, nous demandons sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage, sur toutes les réformes économiques et sociales, non pas qu'on ait le pied sur le frein, mais qu'au contraire, on ait le pied sur l'accélérateur. Et on finance comment tout ça ? Eh bien, sur la réforme des retraites, nous l'avons dit très clairement, vous savez, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous baissez les pensions, soit vous augmentez l'âge de départ à la retraite, soit vous jouez sur la durée de cotisation. Nous, on pense qu'il faut progressivement augmenter l'âge de départ à la retraite en fonction de l'espérance de vie. Pourquoi faire ? Pour augmenter les petites pensions de retraite, pour permettre à celles et ceux qui ont eu des carrières hachées d'avoir une retraite digne de ce nom, et pour financer aussi la dépendance et le grand âge, qui est un enjeu de société majeur. Nous sommes le seul parti aujourd'hui dans l'opposition à faire des propositions qui sont financées. C'est vrai sur les retraites, c'est vrai également sur l'assurance chômage. Mais pour ça, il faut un peu de courage politique et surtout beaucoup de cohérence, beaucoup d'audace et peut-être un peu moins de en même temps. Merci Damien Abad, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin en direct dans le live BFM. Beaucoup d'audace, un peu moins de et en même temps. Vous en entendez quoi de ce gouvernement ? Vous êtes de La République En Marche. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui a été annoncé, des gens qui ont été nommés? On entend dire finalement que c'est le retour de Nicolas Sarkozy. Sans Nicolas Sarkozy, ce gouvernement, c'est ça aussi votre impression? Vous avez entendu M. Abad, il a dit que la droite... si Damien Abad le dit, alors voilà, on est sauvés. Non, je plaisantais. C'est un gouvernement qui me convient. J'espère maintenant que nous allons réagir vite aux différentes crises qui vont malheureusement arriver. C'est un gouvernement de compétences. Je crois qu'il est grand temps, encore une fois, de rappeler que dans La République En Marche, il y a des gens et de droite et de gauche. Pourquoi ? Parce que nous n'existions pas auparavant. Voilà, c'est et de droite et de gauche quand même. Non, il y a pas mal de personnes de gauche aussi. Brigitte Bourguignon, Pompili. Enfin, vous avez quand même des personnes et on oublie, on interprète ce gouvernement comme on a envie de l'interpréter. Mais Madame Belloubet, Madame Pénicaud, Monsieur Castaner qui s'en vont, c'était pas des personnalités de droite, sauf erreur de ma part. Oui, non, mais Monsieur Le Drian, il reste. Oui. Voilà. Non, mais il y en a, c'est pas... Puis c'est vraiment une question de profil et de compétences et de passer ce qu'ils ont fait dans leurs activités précédentes. Et là, je crois que sur ça, on peut pas être critiqué parce que c'est ce qu'attendent les Français. Les Français... Enfin, qu'on soit de droite ou de gauche, ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Donc, travaillons sur le résultat à obtenir. C'est un peu la journée des premières fois pour le Premier ministre, pour ses équipes. Vous l'avez vu ce matin, Jean Castex sur BFM TV et sur RMC. Il va aussi se rendre à l'Assemblée nationale, le Premier ministre. On va retrouver Thomas Soulier sur place dans quelques instants. Thomas Soulier pour des questions au gouvernement. Alors, c'est dans 12 minutes très précisément que ça devrait commencer, ces questions au gouvernement. Et ce sont les premières pour le Premier ministre et pour sa nouvelle équipe. Oui, ce n'est pas un, mais plusieurs baptêmes du feu. D'abord celui, vous le disiez, de Jean Castex, le nouveau Premier ministre. Lui qui n'a jamais été élu député va découvrir dans quelques instants l'hémicycle avec ses questions, son fonctionnement, aussi son brouhaha et pourquoi pas son côté de théâtre politique. On le voit chaque mardi ici, place du Palais Bourbon. Un théâtre politique avec deux nouveaux acteurs. Les deux sensations médiatiques de ce remaniement, Roselyne Bachelot et puis Éric Dupond-Moretti. Et je peux vous le dire, ici les députés de la majorité comme de l'opposition les attendent au tournant. La preuve, certains ont déjà prévu d'interroger à la fois Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, on le sait, rompue à l'exercice. Elle était ministre sous Jacques Chirac et puis sous Nicolas Sarkozy. Et puis des questions seront également posées à Éric Dupond-Moretti. Et on verra si ces plaidoyers sont aussi efficaces dans l'hémicycle que dans les palais de justice. Il faudra également, Thomas, aujourd'hui surveiller de près des réactions. Les réactions de qui ? Des députés de la majorité dans l'hémicycle. Pourquoi ? Car ici, en coulisses, ils se montrent assez sceptiques sur ce nouveau gouvernement. Clairement, on peut le dire, à droite, alors qu'ici, le groupe de La République En Marche est plutôt un groupe de centre-gauche. Il y a un vrai malaise au sein de la majorité. Aujourd'hui, l'une des députées me disait notamment, ce gouvernement va finir par achever le groupe. Il faut aujourd'hui s'attendre à de nouveaux départs. Voilà l'un des enjeux politiques pour Jean Castex. Solidifier et fidéliser la majorité pour les 2 dernières années du quinquennat.
de la calinothérapie. On va suivre ces questions au gouvernement avec vous, notamment Thomas Soulier, évidemment en direct dans les minutes qui viennent, parce qu'effectivement, il risque d'y avoir quelques joutes. Alors, Éric Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot, comme on dit un peu trivialement, sont quand même de bons clients, de gros clients, hein, pas facile de les déstabiliser. Ces deux-là, ils savent parler, ils savent répondre aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux nominations? C'est un peu de la diversion. Moi, je n'aime pas du tout ce gouvernement un peu comme ça, de la diversion. Je pense que les Français ne sont pas dupes. Derrière ces personnages-là, ils veulent un cap, ils veulent vraiment qu'on parle du fond. Ce que montrent les sondages, c'est que ces Français sont plutôt attentistes, en tout cas, mais plutôt positifs sur notamment la nomination de Roselyne Bachelot. Il nous pose question. Hein. Regardez la nomination de Gérard Darmanin à l'intérieur, et il y a une plainte pour viol, notamment. Ça vous choque? Et il y a la présomption d'innocence aussi, c'est ce que disent ceux qui le défendent. Attendez. Moi, je trouve que c'est assez choquant qu'on nomme le premier flic de France avec justement cette plainte pour viol, parce que c'est une gifle pour les mouvements féministes et nous, les femmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on ne peut pas se cacher derrière la présomption d'innocence, tout simplement parce que Bayrou, Ferrand, comment elle s'appelait, de Sarnez aussi, ont quitté le gouvernement. Il y avait la présomption d'innocence. Si je puis me permettre, ici, ils sont mis en examen. Ils sont mis en examen. Gérard Darmanin n'est pas mis en examen. Oui, mais peu importe. C'est le symbole qu'on donne. Moi, personnellement, je considère aujourd'hui, tous ces gens-là ne sont pas ministres. Ferrand n'est pas ministre. En tout cas, c'est le symbole qu'on donne qui, je pense, n'est pas bon. Non, je trouve ça très grave déjà de ne pas connaître les principes judiciaires, parce qu'il me semble que c'est important de les rappeler. Non, mais c'est l'image qu'on donne, hein, quand même. Je peux finir. Il y a une présomption d'innocence, c'est-à-dire que c'est une affaire qui a été dans un premier temps classée sans suite, certes, qui est réouverte au niveau de la cour d'appel, mais c'est qu'une plainte. Il n'y a pas de mise en examen, il n'y a rien du tout. Et un de nos principes fondateurs de notre système judiciaire, c'est la présomption d'innocence. Et aujourd'hui, où tout va très vite, les plaintes, les réseaux sociaux, les diffamations, etc., heureusement qu'il y a cette présomption d'innocence. Et je le dis avec autant plus de conviction que je suis juriste, que je suis prof de droit, enfin maître de conférence en droit, que je suis avocate, et je souhaite que ce principe soit vraiment protégé et clamé haut et fort. Et toutes les autres personnes que vous avez citées, enfin en tout cas il me semble la plupart, elles ont été mises en examen, ce qui donne une donne tout à fait différente. Donc il faut bien dissocier les choses et les situations. Et donc moi je suis ravie que M. Darmanin soit ministre de l'Intérieur. Il a très bien géré son ministère à Bercy, il gérera très bien celui-là. Il a fait preuve hier de beaucoup d'humilité lorsqu'il est allé voir les différents policiers, et j'ai beaucoup d'espoir sur sa nomination pour rétablir le calme et travailler dans le bon sens avec les forces de l'ordre. En tout cas, ce matin sur notre antenne, Jean Castex assume totalement cette nomination. Benjamin, en quelques secondes. Oui, il assume totalement. C'est vrai qu'il faut bien faire la distinction. Oui. Gérard Darmanin n'est pas mis en examen. La plainte, dans un premier temps, a été classée sans suite. La personne qui accuse s'est constituée partie civile, ce qui fait que l'instruction a été rouverte. Effectivement, Jean Castex assume. Il faut dire quand même que c'est vrai que politiquement, cela peut paraître difficile, éventuellement, d'avoir un ministre de l'Intérieur qui a donc sous son autorité les policiers, des policiers qui éventuellement seront amenés à l'interroger. Mais l'on le dit bien, il n'est pas mis en examen. Merci à tous et à toutes d'être venus débattre ce matin sur ce plateau. Dans un instant, on va retourner à l'Assemblée nationale pour les premières questions au gouvernement